campagne que ces messieurs et dames de la presse. Donc nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder à la présentation des candidats du Front National Rassemblement Bleu Marine définitivement investis pour l'élection législative des 11 et 18 juin prochains. Nous allons, je ferai quelques remarques ensuite et laisserai ensuite place à vos questions. Nous allons sans doute commencer par la présentation tout simplement des noms. Ils sont déjà écrits. Et je vais vous présenter les personnes présentes ou leurs représentants. Sur la première circonscription, la candidate sera Madame Friard-Guilaine, qui est absente aujourd'hui, qui n'a pu se rendre disponible. Guilaine Friard est âgée de 59 ans. Elle fut candidate à un certain nombre de scrutins, déjà aux législatives de 2012. Elle fut également candidate municipale en 2014 et est élue. Elle est élue municipale de Sautron. Voilà, élue municipale de Sautron. Elle fut également candidate au départemental et au régional. Son itinéraire politique est le suivant. Elle est membre du bureau départemental de la Fédération de Loire-Atlantique depuis 2011. Cadre politique de la première circonscription, elle est responsable de cette circonscription et donc, comme je viens de vous le dire, conseillère municipale. Donc évidemment, vous aurez l'occasion de la rencontrer, même si elle n'a donc pu se rendre présente aujourd'hui. Concernant la deuxième circonscription, la candidate est présente, c'est Madame Agnès Crissement, que voici. Agnès est elle aussi l'une de nos responsables dans la Fédération de Loire-Atlantique. Elle est responsable du fichier et des adhésions. Elle est adhérente du Front National depuis novembre 2013 et est récemment dans la région puisqu'elle fut candidate au municipal, si je ne m'abuse, à Versailles. Nous avons ensuite, sur la troisième circonscription, Madame Éléonore Revel, ici présente également, qui elle aussi est l'une de nos responsables départementales puisqu'elle est secrétaire départementale adjointe. Éléonore a été candidate à différentes élections, au régional 2015, à la législative partielle de 2016, et je reviendrai ensuite sur les itinéraires politiques des uns et des autres. Mais je crois que tu fus de longue date, tu as toujours été adhérente Front National. Sur la quatrième circonscription, c'est moi-même qui suis candidat, donc Alain Avello. J'ai 45 ans, je suis professeur de philosophie et je suis par ailleurs le secrétaire départemental de cette fédération. J'ai participé à plusieurs élections. J'étais candidat en troisième position au municipal de Nantes en 2014, je fus candidat au départemental sur le canton de Nantes 3, au régional pour des raisons de lieu de travail sur la liste de Vendée en deuxième position. Je suis donc élu régional des Pays de la Loire et je me présente donc sur la quatrième circonscription de la Loire-Atlantique pour ces élections législatives. Sur la cinquième circonscription, et candidat M. David Boidron, également présent, qui peut se signaler pour ceux qui ne le connaîtraient pas. David est chef d'entreprise en ressources humaines. Il a 44 ans et donc ce sera notre candidat sur cette cinquième circonscription. Sur la sixième circonscription, nous avons comme candidate Mme Brigitte Nedelec, qui est ici présente elle aussi. Est également présent, je crois, son mandataire financier, M. Boris Wozniak, qui est au fond, voilà. Brigitte, dont je dirai un mot tout à l'heure de la provenance politique, pour vous signifier ou souligner que les candidats bleu marine ont des provenances assez diverses. Brigitte est élue régionale, donc nous siégeons ensemble au Conseil régional des Pays de la Loire depuis le mois de décembre 2015. Elle est retraitée de la fonction publique. Nous avons ensuite sur la septième circonscription Madame Doris Noël, qui est âgée de 61 ans, qui est professeure d'anglais. C'est l'une des deux enseignantes, l'un des deux enseignants
candidat sur le département à cette élection législative. Elle est représentée par son directeur de campagne, M. Doué, qui est ici présent, qui est en train manifestement de filmer. Sur la 8e circonscription, le candidat est Gauthier Boucher, qui est en train, lui, de photographier, qui est au fond de la salle. Gauthier est âgé de 29 ans, il est doctorant en histoire contemporaine, par ailleurs attaché de groupe au Conseil régional des Pays de la Loire. Il a été candidat à différentes élections, notamment au municipal de 2014 à Saint-Nazaire, dont il est l'un de nos élus municipaux. Sur la 9e circonscription, le candidat également présent est M. Jean-Luc Javel, ici présent, qui est bien connu lui aussi sur cette circonscription. M. Javel est un professionnel de l'immobilier, il a 58 ans, ses fonctions au sein de la fédération consistent à avoir la responsabilité de la 9e circonscription, justement. Jean-Luc a été candidat à différentes élections, notamment aux élections départementales de mars 2015 sur le canton de Machecoul, avec un score tout à fait honorable de 23,84%. Et il sera donc notre candidat sur cette 9e circonscription. Concernant à présent la 10e circonscription, le candidat est M. Samuel Potier, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Samuel Potier est chef d'entreprise, il est âgé de 43 ans. Il est représenté par M. Jean-Marc Beauvais, qui est ici présent, qui devrait être le suppléant de M. Potier. Cela me permet une transition concernant la publication des suppléants des différents candidats. Donc nous pouvons aujourd'hui communiquer sur les candidats définitivement investis, puisque notre commission nationale d'investiture a acté, a investi définitivement ces personnes. Les suppléances sont encore en suspens parce qu'elles devront elles aussi être actées, être validées par notre commission nationale d'investiture, mais nous pouvons cependant, nous pourrons le faire, nous avancer un peu sur nos suppléants respectifs. Quelques remarques avant de laisser place à vos questions concernant la sociologie de nos candidats. Alors d'abord, une remarque concernant la moyenne d'âge. Il semble que nous soyons là parfaitement équilibrés, puisque selon mes calculs, la moyenne d'âge est de 43 ans. Nous avons des candidats qui ont la trentaine, d'autres qui sont plus âgés. Nous avons des candidats qui sont globalement d'un âge moyen. Concernant la sociologie de ces candidats, il est à souligner que nous avons parmi eux 2 chefs d'entreprise et 2 enseignants, ce qui me paraît pouvoir signifier quelque chose concernant les évolutions de notre mouvement, les évolutions que porte particulièrement Marine Le Pen. Nous sommes effectivement un mouvement politique qui est très soucieux du sort qui est fait aux petites entreprises, aux PME, aux TPE, et qui, ce qui est peut-être un peu plus étonnant ou un peu plus déroutant, mais j'y suis sans doute un peu pour quelque chose puisque c'est l'une de mes fonctions au sein du mouvement, qui est également très soucieux du sort de l'école. Donc vous voyez, sociologiquement, 2 sur 10 candidats, 2 chefs d'entreprise, 2 enseignants. Je souligne par ailleurs que parmi nos candidats, nous avons plusieurs élus, 5 au total, 3 élus régionaux, à savoir M. Potier, Mme Nedelec et moi-même, 2 élus municipaux, à savoir Mme Friard, candidate sur la première circonscription, et M. Boucher, qui est là. Voilà. Nous avons par ailleurs, je souhaite le souligner, même si je vais rester un peu dans le flou, donc pour la raison qui a été dite à l'instant concernant les suppléants, nous avons par ailleurs, si la majorité de nos candidats ont toujours été au Front National depuis plus ou moins longtemps, nous avons néanmoins des candidats qui ont une histoire, un itinéraire politique antérieur à leur arrivée au Front National. C'est particulièrement le cas de Mme Nedelec, qui fut au MoDem, une belle évolution qu'il faut saluer. C'est également
mon cas, qui ne suis au Front National que depuis 2011, et qui auparavant était, si vous voulez, dans la mouvance de la gauche patriote. C'est le cas de plusieurs de nos suppléants. J'ai communiqué en m'avançant un tout petit peu, mais enfin c'est assez probable que ce soit lui, le nom de M. Beauvais. Je vous rappelle que Jean-Marc Beauvais vient de Debout la France, qu'il a quitté très récemment, en extrême fin d'année 2016. M. Beauvais était auparavant secrétaire départemental de Debout la France pour la Loire-Atlantique, et il était par ailleurs membre du Conseil national de Debout la France. Un autre de nos suppléants, dont nous ne vous communiquerons pas le nom dès aujourd'hui parce que cette personne souhaite suivre en quelque sorte une démarche par rapport au conseil municipal dont elle est élue, avant de communiquer donc son ralliement. Nous aurons également parmi nos suppléants une personne en provenance du RPF de Christian Van Est, qui est par ailleurs, qui a occupé des responsabilités nationales au sein du RPF et qui est par ailleurs élu municipal dans une petite commune de la Loire-Atlantique. Voilà. Un point que je souhaitais par ailleurs souligner, outre les candidats, notre responsable aux élections, le responsable aux élections de la Fédération, M. Arnaud Derigné, qui est ici présent, sera en charge au niveau du département de la coordination des campagnes des différents candidats. Il est donc le directeur départemental de la campagne législative. Voilà. De même que les candidats qui viennent d'être nommés, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question. Moi, j'ai une question pour le candidat ou la candidate de la 6e circonscription, Madame Lélec. Vous vous positionnez comment sur Notre-Dame-des-Landes? Je m'aligne sur la position qui a été définie par Marine Le Pen. Excusez-moi, ça va être difficile aujourd'hui, mais c'est pas de chance. Vous forcez pas trop. Oui. Vous interrogez celle de nos candidates qui était à Faune. Oui, comme ça je me reposerai après. Bon, Marine Le Pen souhaite prendre en compte le référendum, puisque le référendum est un point important de notre programme politique. Voilà, donc elle souhaite en prendre en compte le référendum. Donc pour l'instant, nous ne nous prononçons pas contre Notre-Dame-des-Landes. Par contre, nous continuons à réclamer l'évacuation de la ZAD. Notre priorité, c'est actuellement l'évacuation de la ZAD. Et quels moyens pour évacuer ces ZAD? Par la force nationale? Par la force, il le faut. Je pense que les populations locales vivent quand même des choses très difficiles depuis maintenant bien longtemps. Sans compter qu'il y a des débordements bien au-delà de la zone de Notre-Dame-des-Landes. On le voit avec les manifestations périodiques qui dévastent le centre de Nantes. Il faut mettre fin à cette insécurité. Ce n'est pas un état de droit, là, c'est un état voyou. C'est insupportable tant pour les gens de Notre-Dame-des-Landes que pour l'ensemble du département qui subit ce genre de choses. Avant la question des moyens, si vous me permettez, madame, c'est la question la première des conditions, c'est la volonté politique. Or, l'évidence, c'est que tous ceux qui auraient eu la charge de mettre un terme à ce problème-là, où effectivement notre état de droit est en quelque sorte bafoué, eh bien, ont manqué de cette volonté politique. Nul doute que notre candidate, si elle accède aux responsabilités, saura faire preuve de la volonté politique nécessaire pour régler le problème de Notre-Dame-des-Landes. Oui, M. Jeunet. C'est la première fois que pour des élections législatives, vous allez présenter dans le département des candidats qui sont élus désormais à la région ou dans des conseils municipaux. Est-ce que ça peut changer la donne sur vos résultats? Ou est-ce que vous en espérez un changement? Notre mouvement a gagné déjà depuis un petit moment la bataille des idées. Notre mouvement est en train de finir de gagner la bataille de la crédibilité. Au niveau national, l'évidence est que Marine Le Pen, la stature présidentielle de Marine Le Pen est éclatante, elle est manifeste. Personne ne peut douter
Cela s'est manifesté il y a quelques jours lors de sa présence devant le MEDEF particulièrement. Personne ne peut douter de sa stature présidentielle, et sans doute est-elle la seule des candidates à manifester cette stature, à être à la hauteur de la fonction, et ceci de façon manifeste. Il va de soi qu'au niveau local, ce qui participe de façon tout à fait déterminante à la crédibilité de nos candidats, c'est qu'ils soient déjà habitués à gérer les affaires publiques, comme c'est le cas de nos élus, ou à participer à cette gestion, comme c'est le cas de nos attachés de groupe. Nous avons un total donc de 5 élus, auxquels s'ajoute un attaché de groupe. Je ne compte pas l'autre, puisqu'il est par ailleurs compté parmi les élus municipaux. Donc vous voyez, sur 10 candidats, nous avons 5 élus, plus un attaché de groupe, un élu qui est à la fois élu et attaché de groupe. Donc une majorité. Donc très clairement, oui, pour répondre à votre question, cela est l'une des conditions, enfin en tout cas va être l'une des raisons de notre progression, et nous attendons effectivement une forte progression qui est déjà en quelque sorte annoncée lors de ces élections législatives, parce que nos candidats seront d'autant plus crédibles qu'ils sont élus ou alors associés par leur travail à des élus. On est à combien d'adhérents au parti en Loire-Atlantique? Alors, nous avons, il faut distinguer 2 chiffres, parce que statutairement, un tout petit point technique, statutairement, sont adhérents des gens dont la cotisation a expiré depuis moins d'1 an, parce qu'ils ont 1 an pour réadhérer. Si l'on considère les gens qui sont statutairement, les personnes qui sont statutairement adhérentes, nous approchons ou dépassons un petit peu le millier. Nous sommes à un peu moins si nous considérons les personnes qui sont au sens strict à jour de cotisation. Nous sommes aux environs de 700-800. Est-ce que peut-être que les candidats peuvent se présenter et dire Absolument. Leur évolution enfin, pourquoi? Parce que apparemment il y a quand même plusieurs personnes qui viennent d'autres mouvements politiques, donc qu'est-ce qui les a fait changer d'opinion? Eh bien, alors, Madame Friard, donc candidate sur la première, n'est pas présente. Par contre, Agnès, éventuellement, si elle veut se présenter à vous, si vous voulez l'interroger, qui est candidate sur la 2e circonscription, ou Éléonore, qui est candidate sur la 3e circonscription. Mais là, les 2 personnes en question, puisque c'est la question de l'itinéraire ou de la provenance politique, je crois savoir, ont toujours été adhérents. Mais moi, j'ai été candidate sur la liste municipale. Oui, Madame Revel. J'ai été candidate sur la liste de Sophie Van Goten au municipal dernière. j'ai oublié ça. Voilà. Après, ma famille politique, c'est clair, c'est le Front National depuis que je suis petite. J'avais voulu me permettre à Sophie Van Goten de se présenter parce que je trouvais que son itinéraire était intéressant. Elle dénonçait un petit peu ce qui se passait à droite et la non-volonté de contrer vraiment la politique de gauche qui était menée. Donc elle avait fait cette liste qui était divers droites qui n'étaient pas affiliées à un parti, et je trouvais intéressant que cette personne puisse se présenter. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais été candidate sur sa liste, et puis voilà, c'était plus logique pour moi de continuer au national. D'accord. Et à quel moment la bascule se fait de simple militante à je me présente? C'est quand même pas exactement le même cheminement. C'est une période de la vie, c'est-à-dire que moi j'ai eu des enfants petits, donc j'étais un peu le nez dans le bidon, on peut dire ça comme ça. Et donc l'engagement politique, je l'ai eu quand j'étais étudiante. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et une fois la contrainte des enfants un petit peu dépassée, voilà, je me suis dit, il est temps d'y aller, là, je crois que c'est le bon moment. Et je ne regrette pas parce qu'en effet, c'est le bon moment. Et vous exercez quelle profession? Donc moi, je suis collaboratrice au groupe FN de la région. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous redonner les âges? On n'a pas les âges de tous les candidats. Écoutez, parce que je crois que le premier âge que je ne vous ai pas donné, c'est l'âge d'une dame.
C'est connu, ça se fait pas trop. Ouais. Mais Mais dans le cadre d'une candidature, ça se fait. un peu plus, c'est vrai, ça se fait un peu plus dans le cadre d'une candidature. Pardonnez-moi, mesdames. Madame Friard a 59 ans. Madame Crispin, ici présente, a 36 ans. Madame Revel a 35 ans. Monsieur Boidron a 44 ans. Madame Nédélec a 63 ans. Nous avons ensuite Madame Noël, 61 ans. Monsieur Boucher, 29 ans. Monsieur Javel, 58 ans. Et Monsieur Potier, 43 ans. Et je crois que j'ai oublié de donner le mien, j'ai 45 ans. J'ai une question pour Mme Crisson. Vous aviez évoqué le fait de venir de Versailles, alors je n'ai pas très bien suivi un déménagement. Ouais, c'est mon mari qui a été muté il y a 1 an et demi. Et donc on a tous déménagé en région, enfin en Pays de Loire, où on se plaît, et ce qui explique aussi la candidature dans cette région, où l'investissement qui avait commencé au Front National dans les Yvelines se poursuit ici dans la même continuité. Vous êtes investi dans les Yvelines au Front National quand à peu près? J'ai commencé en 2013. J'ai été candidate au départemental à Rambouillet aussi. En 2015. Le municipal, les candidats, c'était la dernière fois. En 2014. Vous exercez une profession, madame? Alors en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis en congé maternité, mais de profession, je suis documentaliste juridique. Y a-t-il des circonscriptions dans lesquelles vous visez une présence au second tour? Ne me répondez pas toutes. Si vous voulez que vous répondre dans le cadre du secrétariat aux élections, il y a 2 circonscriptions où vraiment on pense faire des très bons scores relativement aux scores départementaux. C'est sur la 6e circonscription et sur la 9e, mais également sur la 8e, on fait habituellement des bons scores. Mais sur la 6e ou sur la 9e, on fait des scores qui nous permettent d'envisager un second tour si la participation est habituelle ou un peu en deçà de la normale. Est-ce que vous êtes sur le vélo est-ce que dans le cadre de Triangulaire, les accords peuvent être envisagés avec d'autres partis pour Alors, je vais répondre à votre question et j'apporte un complément. Monsieur Billy, vous n'ignorez pas que nous ne détenons pas l'ensemble des paramètres. Particulièrement sur la circonscription où je suis candidat, il y a une inconnue, c'est je crois Presse Océan, c'était Ouest France qui avait fait un papier sur la 4e circonscription hier. Il y a une inconnue particulièrement concernant l'éventuel candidat de En Marche. Nous savons que le député sortant sera à nouveau candidat sur Limbourg, que Madame Méran UDI sera candidate UDI LR. Nous connaissons également le candidat ELV. Il y a quelques inconnus encore. Nous ne sommes pas les tout derniers à présenter nos candidats. Surtout que si on remporte l'élection présidentielle, on devrait vraisemblablement avoir un gros coup de boost sur l'ensemble des candidatures, ce qui évidemment va nous donner l'occasion d'avoir des scores jamais vus dans notre département. Pour répondre à votre question à présent, il ne vous aura pas échappé que Marine Le Pen est en position de force, en position d'être au second tour. Elle est en position même plus encore de remporter cette élection présidentielle, ce qui est soit probable si on est optimiste, soit possible si on l'est un peu moins. Les élections législatives auront donc lieu un mois après cette élection présidentielle que nous pourrions bien remporter. Ainsi, s'il y a des alliances de second tour, elles se feront sur la base de ce que nous disons, sur ce que sont nos positions. Nous sommes ouverts, s'ils sont patriotes véritablement et sincères, à ce que effectivement des gens puissent nous rallier
Ce sera très certainement déjà le cas au niveau national entre les deux tours. Ça peut très bien être le cas, ce sera très certainement aussi le cas au niveau des circonscriptions. Voilà le scénario que l'on peut envisager. Il ne s'agit pas d'envisager des accords ce n'est pas dans notre manière, si vous voulez, et ça ne correspondrait pas encore une fois à la position qui sera la nôtre, qui consisterait pour nous à renier un certain nombre de nos fondamentaux. Oui, mais la question aurait très bien pu être évoquée même de manière informelle, sans qu'il y ait un accord passé. Enfin voilà, vous avez peut-être des échanges à la région notamment. Ce que je peux vous répondre, c'est que nous sommes ouverts effectivement à tous ceux qui sont susceptibles, avec la sincérité au cœur, de nous rejoindre sur les fondamentaux du patriotisme et du souverainisme. Ce serait quoi une élection législative réussie pour vous en 44? J'ai toujours un peu de mal, moi, à me livrer au jeu des projections. Ça dépend de tellement de paramètres. Ça dépend d'abord tellement de l'élection présidentielle qui précédera d'un mois. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à vous répondre. Je n'ai pas envie du tout d'entrer dans des considérations de politique fiction. Tout dépendra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est effectivement si, comme les espoirs nous en sont permis, notre candidate remporte l'élection présidentielle, eh bien, je crois que le résultat aux législatives dépassera tous ceux que nous sommes ici aujourd'hui en mesure même d'espérer. Pas vous donner des objectifs chiffrés. Je connais les chiffres tels qu'ils sont donnés par les sondages. Vous savez avec quelle circonspection il s'agit de se rapporter au sondage. Il y a un sondage particulièrement qui nous donne à 22% sur les Pays de la Loire pour la présidentielle. Bon, 25% en Bretagne, 26% pour nationalement. Ça peut préfigurer effectivement les scores législatifs, donc je ne parle pas en termes d'élus. Tout ça est de toute façon tout à fait incertain parce que, je le redis, tellement dépendant de quantité de paramètres qu'il est très difficile de s'avancer et que même nous avancerions, nous, que nous aurions toutes les chances d'avoir tort, si vous voulez. Mais on peut peut-être sinon aussi se placer sur la courbe de progression de notre mouvement depuis la dernière présidentielle. On était à 12,18% dans le département. On a fait aux européennes de 2014, 2 ans après, à peu près 15 ou 16%. Au départemental de 2015, 18%. Où nous avions même 4 au second tour dans le département. Donc je pense que, sans faire de projection, 3 secondes. Oui, 3 second tours, y compris un à Nantes. Donc je pense que dans on se situe aussi dans cette courbe de croissance qui est propre aussi à notre département, puisque maintenant on parle de terre de conquête. On est dans un département qui progresse inexorablement par rapport où on a vraiment de fortes marges de progression. Donc il est évident que si on a, je pense, un objectif, c'est celui de poursuivre cette croissance inexorable. Deux questions qui peuvent être liées. C'est est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de s'assumer candidat du Front National? Et est-il plus facile de faire campagne sur le terrain? En tout cas, c'est plus facile de faire campagne que pour les candidats de François Fillon. Figurez-vous qu'on en est presque à plaindre les militants de François Fillon, puisque on a vu à plusieurs reprises qu'ils se faisaient, quand ils sont là, ils ne sont pas souvent là, qu'ils se faisaient insulter sur les marchés, par exemple. Écoutez, le fait que, je ne veux pas être corporatiste, vous savez, Monsieur Jaunet, nous avons eu le plaisir de nous retenir déjà longuement, vous et moi, quelle est l'une de mes activités, plus anciennes d'ailleurs que de présider au sort de cette fédération du Front National dans le cadre du mouvement. Le fait déjà qu'il y ait parmi nos candidats 2 enseignants, 2 sur 10, c'est pas mal, ça fait un 5e. Tenez, ça préfigure peut-être la part du vote enseignant qui se portera sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Je crois que ce seul fait peut-être répond à votre question. En effet, il est clair qu'il est très difficile d'être enseignant et puisqu'il y a des pesanteurs idéologiques dont nous avons parlé, vous et moi, et qui sont bien connus, qui font que dans ce milieu, il ne fait pas bon se présenter comme ayant des idées
patriote ou souverainiste, eh bien c'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les chiffres, mais je les regarderai attentivement. Je l'avais regardé attentivement sur les précédents scrutins, sur les précédentes élections. Nous avons une progression constante et très nette du nombre d'enseignants qui sont candidats Front National élection après élection. Le nombre était déjà extrêmement important, par exemple au départemental. Bon, cela pourrait paraître ne constituer qu'un cas particulier, mais je crois que c'est assez emblématique de ce qu'il est aujourd'hui presque normal, quel que soit le milieu professionnel auquel on appartient, d'être candidat Front National. J'ai peut-être répondu qu'à une partie de votre question. Sur est-ce qu'il est plus facile de faire campagne, vous avez répondu par une boutade. Oui, par une boutade. On ne se refait pas. Ça ne vous suffit pas comme réponse? Non. Je ne sais pas, peut-être les candidats peuvent répondre voilà. à ces deux questions. Je me tais et leur cède la parole. Est-ce qu'il est plus facile de s'assumer candidat aujourd'hui du Front National et comment ça se concrétise dans la campagne? Parce que c'est aussi plus facile de faire campagne. Ce qu'on constate, en tout cas sur le terrain, quand je vais militer avec l'un ou l'autre des candidats qui sont ici, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins d'animosité. Et les gens qui étaient parfois hostiles ont maintenant peut-être de la curiosité pour notre mouvement et nos idées. Et beaucoup qui considéraient, qui se disaient qu'ils ne pourraient jamais voter pour nous, qu'ils n'allaient jamais pouvoir même envisager de lire nos programmes, et bien maintenant sont moins fermés, peut-être aussi parce que, indépendamment de notre étiquette politique, nos idées sur le terrain sont de mieux perçues dans la mesure où quasiment plus personne aujourd'hui ne peut vraiment dire que l'Union européenne c'est parfait, que le fait d'avoir une absence de frontières c'est quelque chose de génial. Donc de fait, je pense qu'il y a moins d'animosité, plus de curiosité de la part de gens qui étaient sans doute plus hostiles à notre mouvement, et puis par contre une vraie ferveur populaire de la part de notre base militante et de gens nouvellement arrivés. Ça, vous ne le voyez pas, vous, mais on peut vous le dire. Le nombre de contacts que l'on a, de gens effectivement qui n'étaient pas militants, pas adhérents même, qui nous contactent en nous disant j'ai envie de faire quelque chose pour Marine, pour la victoire de Marine. Voilà. Alors la période s'y prête, vous me direz, mais je crois que c'est ce qu'Arnaud pointait lorsqu'il parle de ferveur de gens qui sont soit pas encore adhérents, soit qui le sont de fraîche date. Est-ce qu'il n'y a pas encore un plafond de verre entre être réceptif à des idées, venir s'informer sur les marchés, etc. Parce que vous soulignez une curiosité, mais entre la curiosité et l'engagement, est-ce que le pas se franchit plus facilement qu'avant? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait des gens qui étaient hostiles, pour qui maintenant il n'y a plus que de la curiosité, on se doute que peut-être pour certains d'entre eux, la prochaine étape c'est de passer de la curiosité à la sympathie. En tout cas, si on parle de plafond de verre, c'est quelque chose qui maintenant est de plus en plus contesté, dans la mesure où on parlait déjà de plafond de verre il y a quelques années. On voit bien que si vous envoyez les intentions de vote, dont certaines nous placent au-dessus des 40% au second tour, si vous les envoyez à vos collègues d'il y a 10 ans, il y a fort à parier qu'ils n'en reviendraient pas. En tout cas, sans doute, ils n'oseraient même plus parler de plafond de verre. Je ne sais pas s'il y a un plafond de verre, mais en tout cas, il s'est trouvé rehaussé élection après élection, au point qu'il est peut-être maintenant au-dessus, vous voyez, du seuil majoritaire. Donc, chez les autres candidats à la présidentielle, ce qu'ils agitent fortement en ce moment, et plus on approche de l'élection, ça va être le slogan, c'est le danger du FN. Il faut voter contre le danger du FN, à la limite presque peu importe notre candidat, mais tous contre le FN. Comment vous allez répondre sur le terrain, vous candidats, quand vous allez aller sur les marchés, dans les réunions? Comment vous allez aborder ça? Quand ça on va être achète... le refrain du mois à venir là.
Quand on achète un petit gadget électronique, je vais faire une analogie si vous voulez bien. Quand on achète un petit gadget électronique, le vendeur veut, parce que c'est sa marge, je crois, une partie de sa marge, veut vous convaincre de souscrire à l'assurance. Et pour vous convaincre de souscrire à l'assurance, alors que vous avez votre nouveau joujou là qui vous a coûté déjà un peu cher, il va vous faire imaginairement vous projeter dans le désarroi qui serait le vôtre si le joujou se brisait, vous voyez. Mais vous savez, la glace peut se casser. Bon, moi je répondrai, vous voyez, à ces gens-là en leur posant une question simple ou en les incitant à imaginer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, dans quel état se trouverait la France si nous prenions à nouveau un quinquennat, Macron, Hollande, c'est pareil, ou Fillon. Dans quel état se trouverait la France dans 5 ans? Bon. Donc le danger qui court, effectivement, le danger qui hante quiconque opère ce type de projection, eh bien, c'est le danger que représentent tous ces candidats du système qui n'hésitent pas, aux yeux de tous, à se liguer. On ne sait plus exactement, il s'en est fallu peut-être du fond, justement, pour que Valls soutienne, comme il s'y était engagé, la candidature de Benoît Hamon. Ces gens-là sont tellement... le système est tellement en bout de course que le fait qu'il y ait là un parjure ne gêne manifestement pas grand monde. Eh bien, il suffit pour faire conduire les gens qui croient qu'il y a un danger de leur demander de s'imaginer ce que serait la France dans 5 ans, je crois. Il y a un point aussi que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que souvent on est en face de candidats qui ne sont plus porteurs d'idéal. Hamon est l'héritier quand même d'une classe politique qui vient de gouverner la France pendant 5 ans et qui a montré ses échecs. Fillon, en plus de ses affaires, est porteur d'un idéal qui est, notamment par rapport à la sécurité sociale, mais il y a plein d'autres points, qui est quand même relativement, pas rétrograde, mais qui est porteur d'une vraie grosse rigueur et une grosse austérité. Et quant à Macron, on se demande encore toujours quelle est sa ligne directrice dans son programme, tellement ces positions sont divergentes les unes après les autres. Ces gens-là, je pense que un des moteurs pour rassembler, pour porter un nouvel idéal, c'est de dire si je suis élu, eh bien vous n'aurez pas le Front National. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens-là, pour eux, c'est quasiment plus que le seul idéal qu'ils sont capables de porter, c'est l'idéal de l'anti-FN. Parce qu'ils n'ont tout simplement plus vraiment d'autre idéal à porter. Et en ce sens-là, je pense que nous, justement, au contraire, on a un vrai idéal, qui est le patriotisme, le souverainisme, qui est vraiment porteur d'adhésion, justement. Et là, je pense qu'on assiste peut-être à un renversement, c'est-à-dire que nos adversaires sont sans doute peut-être porteurs, vont sans doute attirer des électeurs qui vont voter purement par contestation de la progression de notre mouvement, tandis que nous, à l'inverse, comme nous sommes porteurs d'un idéal, nous allons certainement davantage susciter l'adhésion. Vous parliez, M. Avello, de parjure, à la fois, vous faisiez référence à M. Fillon et M. Valls, si j'imagine, dans les deux sens, et d'une attitude répréhensible vis-à-vis des électeurs et des engagements qu'on a pris. Pour pousser la réflexion un peu plus loin, n'est-ce pas dommageable pour le Front National que Marine Le Pen ne puisse pas répondre aux questions des enquêteurs? Plusieurs affaires ont été révélées au sein de la direction parisienne. Est-ce que ça ne peut pas porter préjudice au mouvement à la base que quelqu'un de premier ordre ne réponde pas à ces questions-là? Je dirais que la position de Marine Le Pen est parfaitement compréhensible, parfaitement légitime. Elle va dans le sens de l'intérêt démocratique de notre pays, rien que ça. Parce que le fait qu'un certain pouvoir, qui au terme de la Constitution n'est d'ailleurs qu'une autorité, ce qui est un peu moins, se croit, deviennent en quelque sorte fous d'une certaine façon, parce que le fait de porter sur la scène publique des affaires, de les faire en quelque sorte d'en décupler la gravité à un moment
crucial de la vie démocratique de notre pays, cela est quand même tout à fait condamnable. Je considère, moi, que Marine Le Pen, qui considère que l'heure n'est pas à répondre à la justice, parce que cette justice, pour une part, est devenue folle. Elle est ivre, en quelque sorte, de son pouvoir. C'est l'analyse que je ferai. Bah, elle a quand même rêvé, elle a quand même mis M. Fillon en examen, donc la justice est peut-être folle, mais elle fait encore son travail. Oui, enfin, les affaires sont quand même très différentes. Les affaires sont quand même très différentes. Je ne souhaite pas entrer dans le fond, si vous voulez, on peut le faire un tout petit peu, mais il m'a semblé comprendre que dans le cas de M. Fillon, il y a des affaires d'enrichissement, sinon personnel, du point familial. Dans le cas, vous voyez, vous me contraignez à en parler, je consens à en parler un peu, à peine un peu. Dans le cas des affaires dites des attachés parlementaires du Front National, il n'y a pas eu l'ombre d'un enrichissement personnel, d'une part, et d'autre part, ce sont des gens qui travaillent, qui de fait travaillent. Parlement européen, bon. Donc j'ai bien compris effectivement que le but de cette justice, ou en tout cas d'une part de l'institution judiciaire qui devient, selon le terme que j'ai utilisé, un peu folle, peut-être ivre, voilà le fond de mon analyse, peut-être ivre de son pouvoir, eh bien j'ai bien compris que son but était de mettre sur le même plan des affaires qui concernent François Fillon, de pseudo-affaires qui concerneraient les assistants parlementaires de Marine Le Pen. Je dis simplement, et cela apporte une justification à l'attitude de Marine Le Pen, que cette justice un peu folle, ou ces magistrats un peu fous, eh bien, nuisent gravement à la démocratie, nuisent gravement à la vie démocratique de notre pays. En cette période, c'était un usage, à défaut d'être une règle, eh bien, il faut justement que le vacarme judiciaire cesse pour que justement place nette soit faite au débat dont dépend la vie démocratique de notre pays, encore une fois. Donc l'attitude de Marine Le Pen est parfaitement saine. J'en reviens, si vous permettez, pour illustrer mon propos, à une fonction que j'ai donc en tant que spécialiste éducation auprès de Marine Le Pen. Je commence à peine, en cette période-là, à être sollicité par vos confrères de la presse nationale pour donner des explications, des élucidations sur la partie éducation du projet de Marine Le Pen. Ça en dit long quand même, à 25 jours du premier tour d'une élection présidentielle, qu'on commence à peine à se soucier du fond. Si on commence à peine à se soucier du fond 25 jours avant le premier tour, c'est parce que toute la période qui a précédé n'a laissé place que seul vacarme médiatico-judiciaire autour d'affaires plus ou moins sérieuses. Eh bien, que la démocratie prenne le pas. Ça répond à ma question que finalement c'est un peu dommageable pour votre base du coup. Comment ça dommageable pour notre base? Est-ce que c'est pas plus difficile sur le terrain tout simplement, enfin, avec toutes ces histoires, avec non, ça ne change rien. Non, je vois aucun impact à ce niveau-là. Du tout. Je pense que les gens, effectivement, font très bien la différence entre un problème attaché parlementaire, où on va calculer à la limite le pourcentage de travail pour le Parlement européen, le pourcentage de travail au front des gens qui ont vraiment travaillé. Et puis quelqu'un dont là, il est question d'emploi fictif. En France, on n'est pas trop des emplois fictifs. C'est le sentiment que j'ai. Ça, moi, je ne sens aucun impact dans ce contexte.